Hey! Je suis pauvre. Pourquoi je n'ai plus une thune, vous vous demandez sûrement. Non, pardon, on sait tous pourquoi. Parce que je joue à un putain de gacha. Vraiment cette cinématique, je l'aime même pas ce perso là. Il aurait fait un carnage avec ma team en plus. Mais j'ai préféré être orni. Pourquoi j'aime pas les mecs, putain? Bon allez, j'ai fini de pleurer sur mon Dakimakura de Topaz. Si j'ai décidé de montrer non directement mon compte bancaire dans le négatif, c'est pour montrer que contrairement à Genshin, ce jeu ne vole pas notre thune. Bah allez, mettez l'intro, déjà que les joueurs d'Honkai ils sortent pas beaucoup, alors si en plus vous leur foutez un écran blanc devant la gueule, ils vont devenir aveugles, hein. Ce ne sera peut-être pas une surprise pour certains, mais en ça, la phrase Genshin Cool Never, je la ressens tous les jours de ma putain de vie quand on joue à Honkai. Niveau qualité de vie déjà, on dira jamais assez. La résine à 240 qui a pas eu besoin de Watering Wave pour être à ce niveau-là, c'est cool. Avoir une vraie 5 étoiles de données, franchement c'est sympa. Une générosité étrangement déplacée par moments sur les cadeaux. Bon, ça cache quelque chose, mais je prends. Voir du respect sur les 4 étoiles, ça fait chaud au cœur. On pourrait continuer comme ça encore longtemps, mais descendre un jeu pour en remonter un autre est une technique pas ouf. Avoir un accès sécurisé à une 5 étoiles après un certain nombre de poules, c'est pas un moment pour y avoir droit, mais vas-y, j'aime bien. Plus sérieusement, j'ai rien contre Genshin, au contraire, j'aime bien le jeu, mais dans la façon dont les deux gèrent leur gacha, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y en a un qui s'en sort mieux niveau éthique. Et tant qu'on parle de gacha, autant faire un aparté pour les perdus du dernier rang. Honkai est un gacha. Un gacha, c'est un type de jeu où globalement un élément sera aléatoire, souvent des personnages, à forte poitrine qu'il faudra débloquer vers la partie monétisée du jeu où tu devras prier ta grande race pour avoir le droit, que dis-je, le bon vouloir de remercier les sacro-saints développeurs, de te laisser la joie de jouer le personnage que tu avais envie d'avoir. Même si dans le cadre du jeu, tu devrais pouvoir avoir accès à ce dernier quand tu le souhaites. Mais c'est pas le sujet. Évidemment, si le jeu aurait été un RPG normal comme un Final Fantasy, ça n'aurait pas existé, ça aurait été sûrement mieux, mais quelque part tu n'aurais peut-être pas pu tabasser des dieux Covid de l'espace avec la petite fille du quartier pauvre de la colonie perdue dans No Man's Land. De l'espace. Donc personnellement, moi, je vais juste apprécier ceci, et passer au combat. Les combats de ce jeu sont étonnamment simples à expliquer. En gros, vous contrôlez 4 personnages gagnés à la sueur du farm et du bon vouloir de Dieu en tour par tour contre des ennemis qui peuvent être au maximum à 5 contre toi en même temps. Vos personnages ont chacun 3 options. Faire un coup normal, suivant les personnages, ce sera majoritairement un coup faible, mais elle restera les points de compétence pour pouvoir faire une attaque spéciale. Suivant encore une fois les personnages, ce ne sera potentiellement même pas une attaque, mais une capacité de soutien, de debuff, de buff et j'en passe. Vous en avez un et un seul qui est prédéfini encore une fois par le personnage que Dieu vous a laissé avoir. Elle consommera donc un point de compétence, mais elle chargera plus vite une autre compétence pour faire une super. La super va provoquer une animation cool avec les personnages, dont les 4 étoiles, parce que contrairement à dans Genshin, il n'y a pas une préférée et 14 rejetées, qui aura des effets, encore une fois, différents en fonction de vos personnages. En fonction de vos personnages, en fonction de vos personnages, en fonction de vos personnages, en fonction de vos... Même moi, je trouve que je me répète. Mais ça m'amène à un certain point, dans les RPG tour par tour, de manière générale, ce que vous allez contrôler aura plus ou moins de capacité pour se défendre en fonction du jeu auquel on joue. Jusque là, j'en ai peut-être déboussolé un ou deux, mais perdu personne. Ce qui m'amène donc au truc que je trouve marrant à relever, qui est que dans une grande majorité des cas, plus les personnages ont de moyens de s'autosuffire, avec une très grande majorité de capacités, moins on a besoin d'avoir d'alliés. Besoin d'exemple? Répondez pas, j'ai juste envie d'étaler ma fausse culture du genre. Dans Pokémon, où vous n'avez que 4 pauvres attaques, si le jeu serait à tant soit peu plus exigeant avec nous, je garantis qu'il ne suffirait pas de spammer le bouton A avec une seule bestiole. On le remarque en particulier lors de la première arène du premier jeu, quand on a décidé de prendre Salamèche. Dans Fire Hunger 1 ou 2, oui je suis vraiment passé d'un truc pour gosse au truc bien gore, on passe plus de temps seul que dans la vraie vie. Mais vu que de toute façon les combats sont des puzzles qui peuvent être résolvés soit par rapport à nos capacités, soit par rapport à des gimmicks spécifiques des mobs, on peut se passer de compagnie. Et allez, je mets une petite exception qui confirme la règle. Dans Trails of Cold Steel, même si tous les personnages ont une large variété d'attaques, leurs rôles sont quand même bien prédéterminés à l'avance par leurs capacités spécifiques, faisant qu'il est dur, au final, de pouvoir y aller en pur solitaire dans les combats. Et pourquoi je vous fais chier avec tout ça ?
Et bien, outre le fait que je trouvais ça plutôt intéressant, c'est pour dire que dans Honkai, vos capacités, ce sont vos personnages. Vous voulez une team qui fait de gros dégâts critiques? Prenez un DPS de support et un sustainer. Vous voulez une team dot? Partez sur Kafka Black Swan. Une team full up attack qui touche en AE, prenez Ineko Herta et faites-les accompagner de Robin et Aventurine. J'ai lâché un tas de termes ultra spécifiques, ne t'inquiète pas mon grand, j'ai pas testé aussi peu mec sur les vidéos où je parle de jeux de combat, j'explique ça tout de suite. En gros, comme dans beaucoup de RPG, tu as des dégâts critiques. Et ici, les stats sur les coups critiques est ce que tu recherches sur la plupart de gros DPS, qui peuvent assurer les dégâts seuls tant qu'ils sont supportés par le reste de l'équipe. Pour la partie dot, ça va me permettre d'initier le principe d'éléments, t'as les classiques feu, glace, physique, vent et électricité, et les deux plus spécifiques à Honkai avec le Quantum et l'imaginaire. Chaque personnage a un de ces 7 types et appliqueront des dégâts de ces types précisément. Attaquer un ennemi avec un type dont il est faible fera baisser sa barre de break. Quand cette dernière tombe à 0, tous, à l'exception de l'imaginaire, vont produire ce qu'on va appeler des dégâts de dot qui sont montrés sous forme de debuffs qui vont taper le monstre quand il reprendra son tour. En général, les types qui appliquent de gros dégâts de ce genre sont l'électricité et le vent, même si tu peux très bien t'en sortir avec le Quantum également. Mais pour le coup, quand on parle de Team Dot, on va parler de personnages qui sont capables de mettre ces petites debuffs sans forcément avoir besoin de break l'adversaire au préalable. Les follow-up attaques sont, comme leur nom l'indique, des attaques de suivi, qui vont agir en fonction de ce que le personnage souhaite. Par exemple, Himeko veut 3 ruptures de barre de break pour faire la sienne, et Herta souhaite juste voir les ennemis avec la moitié de leur PV. Si les conditions sont remplies, le personnage va faire une action supplémentaire où elle va taper l'adversaire. Tout ça, c'est globalement les 3 grands moyens d'appliquer des dégâts. Pas les seuls, vous découvrirez plus tard une team break par exemple, mais c'est encore autre chose. Et devoir varier les personnages avec qui jouer pour mieux pouvoir s'adapter aux ennemis, moi je trouve ça sympa. S'il y a un grand problème au combat en eux-mêmes, et pas ceux qui se trouvent autour, ce serait, je dirais, les ennemis qui sont plus souvent chiants qu'intéressants à affronter, comme certains sub-boss qui te punissent pour jouer au jeu. Genre, sérieusement, la maison japonaise, c'est quand même un gros délire de Golemon de se faire taper sur les doigts parce que tu as voulu utiliser ta compétence ou ta super. Même si, allez, pour être fair, il y a d'autres mobs, comme les dinos de Penacony, qui sont à l'extrême inverse et t'incitent à les attaquer, mais avec la bonne faiblesse, afin de faire plus de dégâts, et encore une fois, c'est cool. À part ça, c'est globalement un système assez simple sur le papier, qui laisse accès à une certaine créativité au niveau des équipes qu'on peut choisir. Et... oui, allez, je me suis assez contenu, parlons du gameplay en dehors des combats, et plus précisément du farming. Dieu que je n'ai pas de mots pour exprimer ma haine du farming dans Honkai. C'est long, c'est chiant, et ça t'empêche de jouer plus de la moitié de tes persos, et c'est globalement la seule chose qui a été repris au trait pour trait à Genshin. En gros, comme dans tout bon RPG qui se doit, tous nos personnages ont un simili d'arbres de compétences qui sont globalement là pour renforcer leur stats. Sauf que ces putains de points, on les débloque en faisant des activités spéciales qui vont bouffer ton énergie. Et quand je dis bouffer, je veux dire qu'ils vont te les engloutir pour un truc que tu fais au minimum une fois chaque jour. Je pense être safe en disant que 60 d'énergie sur 240 pour un truc qui te donne globalement une seule amélioration vers la fin de ton personnage, c'est globalement chiant. Mais je vous entends déjà gueuler mes amis de Yoverse, ce n'est même pas le pire, ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est ces putains d'artefacts. Comme dans tout bon RPG qui soit, on peut équiper des trucs à nos personnages qui vont booster leurs stats et leur donner des passifs. Sur les passifs, j'ai rien à dire. Sur les stats par contre, vous avez une main stat et 4 substats. 6 équipements, 4 qui correspondent aux membres du corps et 2 qui sont des trucs que vous récupérez dans l'univers simulé dont je parlerai juste après. Sur la tête et les mains, votre main stat sera toujours respectivement des PV et attaque flat. Qu'est-ce que c'est que ce délire de flat? Non pas une propagande sur le fait que la justice soit plate, mais que vos stats peuvent être augmentées soit par un pourcentage, soit par un nombre pur. Au moins, on peut pas avoir de stats flat qui sont de pur gâchis sur les main stats des autres équipements. Mais sur les substats par contre, ça oh bordel. Le délire des 4 substats, c'est que c'est des stats choisis aléatoirement. Quand on améliore l'équipement jusqu'au niveau 15, tous les 3 niveaux, ils vont voir une et une seule des 4 substats s'améliorer.
Et disons que quand tu essayes de build un DPS qui a besoin de 2 putains de stats de critique, sachant que seul le torse peut avoir soit le crit rate, soit le crit damage en main stat, quand le jeu décide d'améliorer la stat de PV flat plutôt que de crit rate, ça a vite tendance à me courir sur les nerfs. Donc on farm encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à avoir le putain d'artefact qui a décidé de prendre l'amour plutôt que la guerre. Et ça, après des putains de mois, tout ça, pour que quand, tout fier que t'es, tu vas montrer ton perso à tes potes, et qu'ils te disent, sur le ton le plus méprisable au monde, ouais, il manque de vitesse ton gars là. Ah, passé la crise de nerfs, une fois le build fini avec certainement un supplément de battage de coups de commentaires sur la vitesse de ce dernier, ce qu'il reste à faire avec eux, c'est l'histoire et les quêtes, oui, mais surtout les events. Il y en a des permanents et des limités dans le temps. Mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est en général un petit mini-jeu marrant, mais honnêtement très anecdotique. Des dialogues et surtout des combats. Je vais compter comme event tous les modes de jeu, donc venez pas me faire chier en voyant que je considère pour la vidéo l'univers simulé comme un event. Il y en a qui sont justement conçus pour te faire rôter du sang, notamment la pure fiction et les Memories of Chaos, ou encore les variantes de l'univers simulé comme le Golden Gear. Et globalement, si vous n'avez pas un minimum de 2 teams pour les 2 premiers, vous pouvez retourner à l'étape du farm. Parce que oui, vous allez galérer un minimum si vous n'avez pas au moins un an de jeu devant vous. Les mocks, c'est galère. Mais quelque part, allez, ça reste cool. Ça met par contre en avant un certain problème de power creep, parce qu'aujourd'hui, tu vois clairement la différence quand tu utilises un perso comme Seele et Acheron. Mais vu les récompenses que tu as en faisant ces challenges, je me dis qu'à force, tu devrais quand même avoir de quoi faire tes pools pour pouvoir faire ces 10 challenges. Mais là où je veux en venir, c'est qu'au bout d'un moment, comment tu fais pour continuer à faire des challenges un minimum intéressants sans pour autant rendre caduques d'anciens personnages dans un gacha? Je suis pas game designer, hein, j'aurais pas réponse à cette question, du moins pas dans cette vidéo, mais si l'un d'entre vous pense savoir comment, je serais curieux de lire votre pensée à ce sujet en commentaire. Pour en revenir aux events, autant les mocks sont assez basiques donc, de simples combats où on se fout sur des mobs parfois boostés, parfois pas. Les perfections, c'est globalement la même, on met des vagues d'ennemis à la con, à la différence que tu peux avoir un passif qui va influencer encore plus ce que tu vas jouer. Genre la perfection de quand il y avait la bannière de boot heal, si tu n'as ni Team Dot ni Acheron, bon, tu peux globalement aller te faire foutre. Ce qui est un peu dommage. C'est souvent un mode de jeu qui est beaucoup trop influencé par la vie des devs que tu es X ou Y personnage. Également, il y a eu l'Apocalyptic Shadow qui est apparu récemment, qui fait office de 3ème mode de difficulté avec la pure fiction et les Memories of Chaos. Je le trouve néanmoins assez bizarre dans sa façon qu'il a de faire sa propre chose, car il est censé avantager les persos mono-cibles, mais les 2 boss présents n'arrêtent pas d'invoquer des merdes à l'écran, ce qui fait que j'ai du mal à voir ce mode comme étant autre chose qu'un remix des mocks en fait. Au final, je sais pas trop ce qu'il est censé être, est-ce qu'il est censé avantager les mono-cibles, comme c'était apparemment son but originellement, ou c'est juste pour les persos break? Pour le dernier que je considère comme étant important, qui est l'univers simulé, c'est des balades dans des espaces déjà vus entrecoupés de combats où nos personnages sont surboostés aux stéroïdes par le nombre de passifs qu'on va stacker. De loin le plus fun d'entre eux, sachant que lui te donne des récompenses entre guillemets plus intéressantes sur le papier qui se reset toutes les semaines. D'ailleurs, actuellement, à l'heure où j'écris ces lignes, avec le nouveau patch, il y a eu une nouvelle variante de l'univers simulé qui est l'univers parallèle. Et lui, je le trouve encore plus marrant car il retire cette barrière du farm, car littéralement, le jeu va te maxer tes personnages afin que tu puisses directement les jouer. Et ça, franchement, personnellement, ouais, je trouve ça cool. Après, ce n'est peut-être que mon avis, mais disons que ne pas avoir à farmer 3 ans pour pouvoir jouer un personnage, moi je trouve ça sympa quoi, c'est juste ça quoi, tu vois. Ce n'est évidemment pas les seuls events, mais les autres sont trop temporaires si je puis dire. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres events permanents, mais tu peux vite terminer tout ce qu'il y a à faire dans une grande majorité d'entre eux. C'est marrant, mais la substance s'en va très vite en somme. Combat avec mécanique spéciale, un très léger chouï d'exploration, des dialogues et parfois des énigmes, la boucle de gameplay, à ce niveau-là, n'est en soi pas nulle. Elle est juste plus ou moins pareille que dans d'autres RPG. Et ne lui en demandez pas plus. Elle fait en soi bien le travail. Et maintenant que j'ai fini de parler du gameplay de ce jeu, partons sur une autre partie importante d'un RPG, son histoire. Je rappelle juste avant de commencer que l'histoire de ce jeu n'est pas finie, qu'il y a un monde où la prise des serveurs seront débranchées avant sa fin, et que, à mon avis, sur la question de si l'histoire est cool ou pas, va s'arrêter à l'arc de Penacony. Pour commencer par la base, qui est comment notre personnage vient au monde,
Ne plaisantez pas, le jeu commence vraiment par ça. Un gros bébé donc. Après qu'on vous ait enfilé un truc dans la poitrine. D'ailleurs, juste avant qu'on vous donne le contrôle du MC, vous êtes au contrôle de Kafka. Et ce, même au tout début du jeu, quand cette dernière n'était même pas encore jouable. Donc j'avoue que le troll des devs à ce niveau-là en a sûrement enragé certains. Vous serez ensuite pris en charge par une fille au prénom d'une date de l'année et un mec qui aurait pu être un self-insert s'il aurait été le MC masculin. Vous devez vous barrer parce que l'endroit où vous vous trouvez se fait globalement attaquer par des monstres. Sur le chemin, vous croisez une rousse, ma foi, fort trop bien habillé pour ne pas être un personnage important à l'histoire ou à notre portefeuille, et un type bizarre habillé trop pauvrement pour être un personnage important à la narration de ce récit. Vous continuez en tabassant des trucs sur le passage jusqu'à ce que vous tombiez sur un monstre encore plus gros qui est apparemment un Stellaron. Vous le butez, il se passe un truc chelou, vous assomme, vous vous réveillez et votre agresseur, la rousse, le 7 mars et Self-Insert vous propose de rejoindre les sans-noms. Au moins on sait où on met les pieds hein. Pour explorer les galaxies à bord de l'Astral Express, pour visiter un tas de planètes cool et vous mêler de problèmes qui sont même pas à la base proches d'être originalement les vôtres. Et je sais qu'avec mon résumé on dirait pas trop comme ça, mais ce que j'aime bien avec cette intro, c'est que ça donne une raison parfaite au personnage de se balader un peu partout, tout en nous donnant un minimum de réponses sur ce qu'on est censé être et pourquoi on est là, contrairement à un certain jeu qui commence par Genshin et finit par Impact. Dans Genshin, vous cherchez votre frère ou votre sœur. Problème, c'est que si on cherche ce dernier, la moitié des conflits où on est impliqué directement ne devrait même pas exister, étant donné qu'on devrait juste checker où est notre putain de frangin, sachant que, pour rappel, Genshin, ça commence avec nous et le fraté qui combattons visiblement une divinité des cubes, avant d'échouer et se faire isekai dans un monde qu'on ne connaît pas. C'est bien, mais on est qui? C'est quoi le truc qu'on a combattu? Il s'est passé quoi? Contexte, juste un peu de contexte, parce que aller chercher le bro, c'est quand même faible pour essayer de m'investir. Dans Honkai, à l'inverse, on ne nous laisse pas dans le noir complet. Vous naissez dans la station spatiale d'Erta, des gars qui s'appellent les Stellaron Hunters vous ont donné naissance en vous foutant un Stellaron droit dans votre buste, et des gars qui s'appellent les sans-noms vous proposent de faire des trucs de sans-nom, soit explorer et régler des problèmes sur plein de planètes avec eux. Tu sais qui tu es, et tu as une raison de le faire. Et c'est normal, et donc ça me fait mal quand dans un gacha ce soit un critère pour être une bonne histoire. À part ça, les planètes que vous allez explorer justement seront Belobog, une planète de glace où une reine a foutu le merdier que l'Astral Express pouvait pas skip à cause du Stellaron de ce bordel de glace. Luafu, une planète remplie de gens qui vivent ultra longtemps. Ah, c'est pour ça les décos asiatiques, vous êtes tous grand-mère ici en fait. Et qui même au vu du contexte du jeu est honnêtement un filler immense, étant donné qu'on y va originalement parce que Kafka nous a imposé d'y aller pour l'aider à sortir l'un de ses potes qui a été emprisonné là-bas. Tout ça pour qu'on finisse par aller tabasser un dieu de la longévité. Et enfin donc, on a Penacony, qui est une planète dont on ne connaîtra sûrement pas grand-chose, car ce qu'on a exploré, c'est un très grand rêve commun dont l'histoire a commencé en grand battle royale et fini en peak cinéma. Mes standards sont en soi respectés, j'ai pas grand-chose de plus à dire, l'histoire est honnêtement cool à suivre pour l'instant, et j'espère qu'elle le restera. Sur ce, je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. J'espère avoir réussi à montrer que j'ai globalement un avis positif concernant ce jeu, même s'il n'échappe pas à certaines tares de la plupart de jeux type les gacha, dont le plus évident étant qu'il aurait sûrement été bien meilleur si il n'aurait pas été un gacha en premier lieu, mais le jeu est ce qu'il est à l'heure actuelle, même si je l'insulte à chaque 50-50 raté, rends-moi ma Firefly d'ailleurs, espèce d'enfoiré. Oh, merci. Même si une insulte est vite partie à un 50-50 raté, je passe souvent de moments agréables dessus, et je pense que c'est quand même ce qui est le plus important avec un jeu vidéo. Putain, c'était beau ce que je viens de dire!